Sur la TFM, il est 20h, le 20h de la TFM, présenté par un Catalan, Cheikh Tidiane Diaw. Ses collègues sont en train d'être corrigés par des Bavarois à Lisbonne. C'est parti, Diaw. Bonsoir, Chérif. Les titres de ce 20h, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. La courbe funeste du coronavirus ne faiblit toujours pas au Sénégal. 5 décès annoncés ce matin par le ministère de la Santé. 80 cas communautaires sur 132 cas ont été également notés. Le chiffre d'affaires pour les vendeurs de cercueils en hausse en cette période de pandémie. Dans cette édition, nous irons à la rencontre d'Alexandre Montero, un menuisier spécialiste dans ce domaine. Les chefs de village de Dougar à Diamniadio sur le pied de guerre, ils dénoncent la mainmise sur leurs terres par des promoteurs privés et la présence de l'armée dans la localité. Et puis, affaire de la femme violentée et filmée à Sacré-Cœur, le parquet a requis ce vendredi 5 ans de prison, dont 2 ans ferme contre Moussa Diallo et Babacar Ndiaye. La partie civile réclame 10 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, nous démarrons cette édition avec le point du jour qui fait état de nouveaux décès. 5 nouveaux décès sur 1952 tests effectués. 132 cas positifs ont été notés, dont 80 issus de la transmission communautaire. 54 cas, 55 cas graves admis en réanimation. Nous écoutons le directeur de la prévention. Sur 1952 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 52 cas contacts suivis par nos services et 80 cas issus de la transmission communautaire. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce jeudi 13 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 11 872 cas ont été déclarés positifs, dont 7 615 guéris, 249 décédés et donc 4 007 sous traitement. Nous allons à présent à la rencontre d'un menuisier spécialiste dans la fabrique de cercueils depuis pratiquement 3 décennies. Alexandre Montero ne chôme vraiment pas ces derniers temps avec de nombreux décès notés dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Un sujet signé Mohamed Samb et Yafaraba. Dans cet atelier, l'on découvre la spécialité d'Alexandre Montero. Depuis 28 ans, ce menuisier fabrique des cercueils. Avec des décès qui se multiplient ces dernières semaines à Dakar, la commande a plus que doublé. En un mois, maximum, tu faisais 3 cercueils. Par semaine? Par mois, 3 ou 4 cercueils par mois. Mais là, ça fait 3 mois. On est parti par semaine, minimum 3 à 5 cercueils par semaine. Ce qui veut dire que les nombres de décès ont augmenté parce que depuis 3 mois là, ça a accéléré. La fabrication de ces caisses en bois n'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup d'expertise. D'abord, la taille, la corpulence, c'est à partir de ça que la caisse elle est débutée. Après le traçage, on a les découpes. Après les découpes, on prend pièce par pièce, on les rabote, on les met à d'équerre. Après, quand tout est mis à d'équerre, tout est bien ajusté, c'est là où on commence à fixer les fixations. Si c'est une caisse, par exemple, qui doit être laquée, pour nous, c'est plus rapide à faire parce qu'il n'y a pas de plaquage à mettre, il n'y a rien à coller. Dès qu'on fait le montage et tout, et aussitôt, on fait les finitions, on envoie ça à la salle de laquage.
C'est là-bas où ça prend peut-être 24 heures encore pour la préparation de la peinture et tout. Mais si c'est le plaquage, du début jusqu'à la fin, c'est nous qui acheminons la confection. Ce modèle prêt à être livré est l'un des plus chers, d'autres caisses plus accessibles à toutes les bourses. Tout dépend de la commande. 3 modèles de cercueil, un simple et 2 luxe. Les luxes, bon, l'un c'est en laqué blanc et l'autre c'est en bois verni. Les prix ils varient entre 180 à 300 ou 275 et 250. Parfois touché par le sort des familles endeuillées, Alexandre Montero, un bon bénévole, est souvent au chevet de la communauté. J'étais un peu surpris, on m'a dit depuis 2017, j'ai dit 2017, ils me disent que bon, il n'a pas de parents ici, il n'a rien et que bon, il voulait, parce que ça faisait trop de temps et qu'il voulait l'enterrer. C'est peut-être une dame qui m'a appelé avec la communauté chrétienne, certains qui travaillent à l'hôpital, qui ont pris la charge de faire l'enterrement. Gratuitement, je leur ai dit que d'acheter le matériel et puis moi je le ferai gratuitement. C'est son papa qui l'a initié au métier de fabrication des cercueils. La Covid-19 et ses nombreux décès ont certes profité à son activité, mais pour l'artisan, l'important c'est d'être utile à la société. Ahmed Samb, explosion des cas communautaires ces derniers jours. La situation préoccupe la sous-brigade de services d'hygiène de Rufisque et les hommes en marron ont repris du service dans la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Un sujet signé Ousseynou Kam et Ahmadou Bamba Samb. L'explosion des cas issus de la transmission communautaire notée ces derniers temps n'épargne pas le département de Rufisque. Plus d'une quinzaine de cas communautaires ont été recensés à l'espace d'une semaine. Une raison suffisante pour la sous-brigade d'hygiène de reprendre les opérations de sensibilisation et de distribution de masques et gel hydroalcoolique. La commune ciblée, Tivaouane Peulh Niague. On a pris l'initiative de faire la commune de Tivaouane Peulh Niague et on a visé quand même les lieux de rassemblement, surtout les marchés et les gares routières. Et ce matin, on a démarré par Niague, on a fait le marché de Niague et la gare routière de Niague. On a fait également Niakorap, et Apix et Tivaouane Peulh. On a eu à distribuer aujourd'hui des gels et des masques. Une opération bien magnifiée par les autorités municipales. Voilà, tout juste magnifier ces gestes, cette belle initiative du service, donc à l'initiative du service national de l'hygiène, donc consistant à une journée de sensibilisation et de distribution de masques. Nous savons tous que nous sommes dans une période de pandémie liée au Covid-19, donc où toutes les actions, toutes les synergies sont souhaitées. Donc si la commune reçoit le service national d'hygiène, dans ce cadre-là, nous ne pouvons que s'en féliciter. Après la commune de Tivaouane Peulh Niague, les éléments de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque promettent d'investir les autres communes du département pour sensibiliser la population au respect du port obligatoire de masques, mais aussi des autres mesures barrières. Et puis à Kaffrine, pour éviter la stigmatisation et lutter contre le stress post-maladie, une quarantaine de chefs d'établissement et de personnels de l'éducation sont formés au centre d'orientation scolaire et professionnelle de Kaffrine. On voit cela dans cette correspondance signée Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. C'est pour lutter contre la stigmatisation en milieu scolaire de malades guéris du coronavirus et aider ces derniers à gérer le stress post-maladie qu'une quarantaine de chefs d'établissement ont bénéficié d'une session de formation à cet effet. La formation est destinée aux chefs d'établissement du moyen secondaire, donc public comme privé, mais également l'association des parents d'élèves, les acteurs en quelque sorte de l'école qui sont au niveau de l'IF de Kaffrine. La formation permettra une meilleure prise de conscience de la nécessité d'éviter la stigmatisation et d'accompagner d'éventuels malades en milieu scolaire. Une formation, n'est-ce pas, donc, dont nos chefs d'établissement ont besoin. Donc, au cas où on ne le souhaite pas, un cas effectivement donc se présenter, il devrait être, n'est-ce pas, donc, en mesure ou bien devrait être capable, n'est-ce pas, donc, de bien le gérer, n'est-ce pas, donc, sans pour autant effectivement donc qu'il y ait une stigmatisation. Cette initiative du ministère de l'Éducation a reçu le soutien de Inable suite au constat de plurification de la maladie qui n'épargne pas le milieu scolaire. Les gens ont plus peur de la stigmatisation que de la maladie en réalité. Et ces chefs d'établissement-là, ils viennent effectivement de la société, ils viennent de la communauté. Et au niveau des écoles, mais également au niveau des communautés à la base, ils vont essayer de dupliquer ces modules de formation, ces compétences, ces capacités
au niveau effectivement de la base pour véritablement gagner le pari de ce combat-là. La formation qui a débuté à Kaffrine se poursuivra dans les autres départements de la région afin de sensibiliser et de former un grand nombre d'élèves, d'enseignants et de personnel d'éducation. Et puis l'an 6 de la mort de Bassirou Faye, le dossier de l'indemnisation de la famille du défunt traîne toujours selon la coordination des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle interpelle l'État pour le respect de ses engagements. Dans ce contexte marqué donc par la pandémie du coronavirus, les étudiants ont juste fait un point de presse à la place de récital de Coran. Maïmouna Ndiaye. 14 août 2014, 14 août 2020, 6 ans que l'étudiant Bassirou Faye tombait par balle ici, devant le pavillon D de l'UCAD. Ses camarades réunis devant son mémorial regrettent les promesses non tenues par l'État. L'État avait dit que des membres de sa famille seront insérés dans les services, dans les services tels que le COUD. Et jusqu'à présent, ce dossier traîne. Ces membres de la famille de Bassirou Faye n'ont pas encore été recrutés. Et la famille souffre jusqu'à présent. 6 ans de cela, si on compte bien, il devait être en doctorat. Et doctorat en mathématiques, ce n'est pas n'importe qui. Et il était un soutien de famille. Cette année, la commémoration intervient dans un contexte assez particulier, marqué par la pandémie Covid-19, ce qui fait que les récitals de Coran prévus à la mémoire du défunt se passent dans son Diourbel natal. Juste suite à l'arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur disant que les regroupements de personnes sont interdits, ce qui nous a motivés à voir l'autorité du COUD, le directeur, nous lui avons interpellé sur la tenue de cet événement. Il nous a dit qu'il est prêt à nous accompagner sur tout, mais sauf le regroupement de personnes. Et chose qu'on a saluée parce que nous sommes des citoyens de ce pays, nous connaissons bien la situation actuelle du pays. Bassirou Faye est parti, mais les revendications demeurent au temple du savoir. Un point principal, le problème des bourses. Des étudiants de Master 2 sortants, vu les anomalies du système qui les poussent à faire ce master pendant des années sans pour autant quitter l'université et que l'État veut les priver de leur bourse d'accompagnement, chose qui est anormale. Et nous interpellons le président de la République directement car le ministre de l'Enseignement supérieur, nous l'avons saisi à une reprise par rapport à ce sujet. Il tarde à réagir. Les étudiants s'insurgent contre leur non-implication par le ministère de l'Enseignement supérieur de la reprise des cours prévue ce 2 septembre et adoptée récemment. Un conseil des ministres. Et puis l'affaire de cette femme qui souffre de troubles violentés et filmée à Sacré-Cœur après de fausses accusations de viol a été jugée devant le tribunal des flagrants délits. À la suite des débats, le parquet a requis ce vendredi donc 5 ans de prison, dont 2 ans fermes contre Moussa Diallo et Babacar Ndiaye. Ibrahima Thiaw risque pour sa part 1 an de prison. À noter que la partie civile réclame 10 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts et le délibéré sera connu ce 18 août. Le 26 août prochain, Sénélec et Akilé feront face au juge du tribunal du commerce hors classe de Dakar. La Société nationale d'électricité conteste la saisie à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA cantonnés sur son compte logé à Ecobank. Sénélec, rappelons-le, avait notifié la résiliation du contrat à Akilé depuis la semaine dernière et reproche à sa filiale le non-respect de ses engagements. Les éclairages d'Alassane Ba. Akili Sénélec, le feuilleton judiciaire se poursuit au tribunal du commerce hors classe de Dakar. Le 26 août prochain, la Société nationale d'électricité et sa filiale seront devant la barre. Sénélec a assigné Akili afin de contester la saisie à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA cantonnés sur son compte logé à Ecobank, renseigne le quotidien Libération. Mais déjà, dès ce 17 août, Akili a convoqué la Société nationale. En plus de l'exécution de la saisie, la start-up réclame 1 milliard de francs CFA en guise de dommages et intérêts. L'on nous informait depuis la semaine dernière que pour défaut de paiement d'une facture de plus de 2,6 milliards de francs CFA sur un contrat de supervision de son réseau de distribution Smart Sen, Akili avait fait bloquer les comptes de Sénélec. De notre côté, la filiale n'a pas apprécié les défauts de
paiement répété de services et prestations qui n'ont rien à voir avec le contrat sur les compteurs intelligents. Toujours d'après nos informations, Senelec a fait des commandes de 45 000 compteurs intelligents depuis le 23 avril auprès de la société israélienne comme sans appel d'offres, ce que Akili lui proposait avec une économie d'1 milliard de francs CFA selon des sources. Entre Senelec et Akili, la justice n'a pas encore fini de trancher. Après la notification de la résiliation du contrat à la start-up par Senelec, Senelec reproche à Akili un non-respect des engagements. Au-delà du contrat sur les compteurs intelligents d'un budget de 187 milliards sur 10 ans, Senelec et Akili sont liés par 2 autres contrats. Nous renseignons, celui sur la supervision de son réseau SmartSen et l'autre sur la centrale électrique virtuelle. La colère des chefs de village de Dougar à Diamniadio, ils déplorent la mainmise sur leurs terres par des promoteurs privés, la présence de l'armée dans la localité regroupée en collectif. Ils interpellent le chef de l'État. Nous écoutons le mandataire du collectif des délégués de quartier de Dougar. Il s'appelle Diop Nour, interrogé par Ousseynou Diop, Ousseynou Fall, Ousseynou Thiam plutôt, et Ahmadou Bamba Samb. Avec toute la solennité requise, mais fermement, que l'armée quitte instamment le site. Nous demandons également que Pick-up ainsi que tous les autres promoteurs cessent leurs agissements. Ils n'ont aucun droit sur ce site. Je rappelle que malgré la gravité de la situation, leur désarroi, les populations qui ont donné mandat à CRCI ont toujours inscrit leurs actions dans une démarche citoyenne. Cette fois, les prédateurs fonciers ont poussé loin le bouchon et nous tenons à alerter une dernière fois les autorités. Les populations de Dougar ne se laisseront pas spolier de leurs terres. Ce point de presse est une alerte. La dernière, nous espérons. CRCI, qui agit pour le compte des impactés des opérations domaniales du périmètre de Dougar, a réussi jusqu'ici à les empêcher de sortir au regard du contexte avec l'épidémie de Covid-19. Oh oui, on ne va pas se fatiguer. Et on ne laissera pas ces privés véreux, des promoteurs véreux, spolier les terres des villageois, de pauvres villageois, les intimider pour récupérer leurs terres. On ne se laissera pas faire. À Toben, c'est à Tivavan, des jeunes de la localité déplorent l'arrestation de leurs camarades lors de la brouille entre les populations et les ICS. Le préfet de Mewan, de son côté, estime que la délimitation a été bien faite. Explication, cher Anta Diop. Toben, des jeunes s'étaient opposés à la délimitation des 6 hectares des terres affectées aux ICS. Confrontation entre gendarmes et population. Il y a eu des arrestations. Dans toute l'étendue de Toben, les gendarmes ont encerclé le village. Les paysans, à la sortie de leur maison, on a trouvé les gendarmes encercler les chemins. Si vous voulez aller au champ, on vous fait retourner parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'entrée ni de sortie. On a arrêté à Toben, on peut dire total c'est 21 personnes. 21 personnes. Parce qu'on fait entrer dans les maisons, on arrache les gens, les uns dans leur chambre, ça même on peut dire. À Mboro, on peut dire qu'il y a 12 personnes. Les autres sont à Tiaon. Le sous-préfet de Mewan balaye d'un revers de main et révèle que le travail a été bien effectué sur le terrain. Moi-même qui vous parle, j'étais sur le terrain et à 12h30, nous on avait déjà terminé notre travail et rentré. Nous n'avons rencontré aucune velléité de la part de qui que ce soit. Selon le sous-préfet de Mewan, les barèmes d'indemnisation n'ont pas été fixés par les autorités des ICS. C'est 6 hectares 42. Qui sont les propriétaires, si on peut les connaître, et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces parcelles? C'est tout ce qui a été fait. Jusqu'à ce jour, même les ICS ne savent pas combien ils doivent dégager s'il y avait lieu d'indemniser. Ce matin, ils sont à Kermagay. Ça y est, on a terminé avec Toben. Malgré tout le bruit, c'est 6 personnes. 6 champs. Pour rappel, 2 semaines auparavant, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s'était rendu à Mewan pour s'enquérir de la situation. Et une rencontre avait réuni toutes les parties prenantes. Les jeunes de Bonkiling déterminés à en finir avec les problèmes fonciers de la localité et la coupe abusive de bois. Ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités et mettre fin à ces injustices. Bakary Kanté Khaligame.
Le litige foncier qui oppose le maire de Médina Wandifa et les populations de la dite commune inquiète les jeunes du département de Bounkiling. Ils demandent à l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités pour mettre la lumière sur cette affaire qui a laissé couler beaucoup de salive dans la localité. Ce qui se passe au niveau de Médina Wandifa, je pense que c'est anormal. Qu'on donne des lots ou bien on vend des terrains à des personnes sans que ces terres ne soient lotissées, sans que les services de l'urbanisme aient des papiers qui prouvent vraiment que cette zone doit être morcelée et vendue, ou bien sans les agents de cadastre et aucun papier par rapport à tout ça, je trouve anormal et injuste. C'est une situation à déplorer. Autre problème enregistré dans le département de Bounkiling est la coupe abusive de bois. Chaque année, des camions remplis de troncs d'arbres sont emportés vers la Gambie. Il existe un réseau puissant de trafic de bois dans cette zone frontalière à la Gambie. La coupe de bois, c'est un phénomène très récurrent dans la commune. C'est aussi une situation qu'on déplore vraiment jusqu'à la dernière énergie. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'unir et combattre ces gens-là qui sont en train de détruire la forêt. Ces jeunes du département de Bounkiling ont promis de multiplier ces genres d'initiatives jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Et puis, le collège des délégués de la SAR menace d'aller en grève à cause de l'arrêt total des installations de la Société africaine de raffinage pour une rupture de pétrole brut. Une situation qui risque de provoquer une pénurie de produits pétroliers. Plus de détails avec El Hadji Maguette Diop, il est le secrétaire général des délégués du personnel de la SAR qui dénonce aussi le népotisme dans le recrutement par la direction générale. Il était l'invité d'Info du matin sur la TFM. Je vous propose de l'écouter. Bientôt, on va faire un mois. Si on termine la semaine sans raffinage. Les menaces qui pèsent sur nos installations, les pertes commerciales, les pertes financières et les taxes à payer aux fournisseurs. C'est ça, dans un premier temps, c'est ça. Si la situation n'évolue pas, on peut arriver peut-être à une rupture sur certains produits certains produits pétroliers, comme le gasoil, l'essence et consorts. Il y a certaines centrales de la Sénélec qui fonctionnent avec le fil de la SAR. Peut-être si les stocks ne sont pas approvisionnés correctement, on pourra peut-être déboucher vers de l'espace quelque part. La grève n'est pas exclue. Et puis ce communiqué de la police qui annonce que 9634 personnes ont été arrêtées entre le 7 et le 13 août à Dakar et dans les régions pour infraction aux mesures de port obligatoire de masques dans les lieux publics pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ces individus arrêtés l'ont été pour non-port du masque donc dans les marchés, lieux de commerce, transport et des services privés. Les amendes forfaitaires ont permis de rapporter 12 652 000 francs CFA. La situation de crise socio-politique des pays dans la sous-région préoccupe plus d'un. Le cas spécifique de la Côte d'Ivoire peut être reproduit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Le spectre du troisième mandat peut plonger ces pays dans des crises préélectorales selon le directeur de publication Le Panafricain qui s'est entretenu avec Modou Fall et Diafaraba. En évolution, le Mali secoué par des protestations, la Guinée suspendue aux décisions du président Alpha Condé, le spectre d'un troisième mandat au Sénégal, ces pays de l'Afrique de l'Ouest risquent de connaître des crises socio-politiques. Nous sommes dans une situation où effectivement c'est assez complexe et ces derniers temps avec le problème de troisième mandat qui est revenu aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la Guinée, avec Alassane Ouattara et Alpha Condé, il y a une préoccupation des populations, mais également des élites politiques qui se trouvent quand même à la croisée des chemins. Et on se rend compte qu'avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire ces derniers jours, avec donc les manifestations qui ont commencé avec l'annonce donc de la candidature du président Ouattara, on va aller vers un regain de violence. La France a-t-elle un rôle à jouer dans ces troubles en Afrique de l'Ouest? On ne peut pas nier le fait que la France a des intérêts à préserver. Bon, mais je ne crois pas qu'en l'état actuel des choses,
le pouvoir français pense à conserver ce qu'on pourrait appeler le précaré, comme il y avait à l'époque. On l'a vu avec ce qui s'est passé du temps du président Mitterrand, avec le multipartisme et donc toutes les conditionnalités pour les pays africains d'aller vers une plus large démocratie. La France n'a jamais en fait enlevé son doigt du jeu politique régional. Le cas du président Macky Sall peut-il penser à briguer un troisième mandat? C'est évident que si la candidature d'Alassane Ouattara passe, comme on le subodore, et si éventuellement également Alpha Condé se présente et éventuellement gagne les élections, ce sera un boulevard pour le président Macky Sall pour demain vouloir éventuellement briguer un troisième mandat. Seuls les peuples peuvent déterminer l'avenir de leur pays, quelle que soit leur stratégie mise en place par les autorités étatiques. Des tendances qui se dégagent déjà dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, déjà plusieurs morts, la Guinée et le Mali. Les élections à venir risquent d'être sous haute tension. Une note de culture dans cette édition avec la sortie de l'album de Burna Boy intitulé Twice as Tall. Le rappeur nigérian s'est entouré des meilleurs talents pour conquérir le monde et révolutionner la façon dont l'Afrique est perçue. Et parmi eux, Youssou N'Dour, avec qui il est en featuring. Je propose de suivre cet élément signé Chérif Dia. Burna Boy à la conquête du monde grâce à Twice as Tall, son nouvel album. Dans cet opus, l'artiste nigérian réserve une surprise à ses fans dans le premier titre intitulé Level Up. Il s'agit d'un featuring avec Youssou N'Dour devenu viral sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures. Un duo de choc entre le roi du Mbalak et le phénomène de 29 ans qui nous propose une musique plus pop, preuve d'une volonté d'ouverture sur le monde tout en conservant les bases. Brice Millet, un journaliste musique, estime que ce morceau est une ode de dépassement de soi à la détermination. En attestent les paroles de l'artiste, je cite, « Si tu as l'impression que tu ne peux pas t'élever, mec, ne t'arrête pas. Car dès que tu sens que tu ne peux pas t'élever, c'est là que tu dois faire taire le diable. » Fin de citation. Burna Boy se souvient de cette époque où il semblait être bloqué dans son ascension, lui qui surfe désormais sur les crêtes les plus raides sans difficulté. Cet artiste, maître de l'afrofusion, est passé de star de la sono mondiale en 2 ans. Twice as Tall, enregistré à Lagos durant la pandémie du Covid-19, est la preuve que ce jeune artiste est décidé à faire rayonner sa musique. Une belle page de l'histoire de la musique est en train d'être écrite avec ce nouvel album dans lequel figure une autre célébrité mondiale, Chris Martin du groupe Coldplay, avec qui Youssou N'Dour a aussi fait un duo récemment. Âgé de 29 ans, Burna Boy s'est fait un nom sur la scène internationale avec la sortie en 2013 de son premier album Living an Impact for Eternity. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Proche-Orient, en Angola, mais d'abord la France qui a rendu hommage aux 6 humanitaires français assassinés au Niger. C'était dans une réserve de girafes au sud-est de Niamey, la capitale. Daniel Diouf. Ils n'étaient pas des soldats. Hommage de la France aux 6 humanitaires français tués dimanche au Niger. Le Premier ministre Jean Castex a présidé ce vendredi à l'aéroport d'Orly une cérémonie nationale d'hommage en présence des familles de ces 6 Français qui travaillaient pour l'ONG Acted. 4 femmes et 2 hommes exécutés avec leurs chauffeurs et leurs guides nigériens par des hommes armés alors qu'ils visitaient une réserve de girafes à 60 km au sud-est de la capitale Niamey où ils étaient basés. De cet attentat. 5 ans de prison, c'est la peine prononcée par la Cour suprême de Luanda contre José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Il a été condamné pour fraude et trafic d'influence dans le cadre de ses activités à la tête du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018. Il était accusé d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale angolaise vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. Normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis après 49 ans de bruit. Une première entre une monarchie arabe du Golfe et l'État hébreu.
Une normalisation parrainée par les États-Unis, mais elle suscite déjà des réactions. Les pays de la région sont divisés sur la question. La Palestine parle de trahison du frère arabe. D'autres pays applaudissent, comme l'Égypte, elle-même en paix avec Israël et très proche des Émirats arabes unis. La Jordanie appelle l'État hébreu à mettre fin à son entreprise illégale d'occupation de territoire et à ses violations des droits des Palestiniens. Des réactions également de la part de monarchies du Golfe, voisines des Émirats arabes unis. Toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. C'est la fin de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h avec le tout en image. La suite de la deuxième partie de Soir d'Info. C'est avec vous, Chérif Diao. Merci, Chérif Diao.